بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, nous sommes toujours dans le chapitre 2 sur les intégrales triples. Maintenant, nous allons voir donc la leçon numéro 6. Nous avons vu dans la leçon numéro 5 donc, un théorème très important qui est le théorème dit du changement de variable. Bon, on a vu que ce théorème était très important, donc il nous permettait de calculer une intégrale triple sur un domaine D par, donc ou bien remplacer le calcul d'une intégrale triple sur un domaine D par une autre intégrale triple sur un autre domaine que j'appelle G par exemple, dont le calcul apparemment donc deviendrait facile. Bon, donc aujourd'hui donc on va voir à travers donc deux exercices, donc on va faire ça sous forme d'exercice. Donc, l'application directe, une application directe de ce théorème en considérant la notion de coordonnées cylindriques et coordonnées sphériques. Voilà. Voilà, donc, nous avons vu donc, dans les leçons précédentes donc, la notion, donc la définition, on a dans le 2.1, dans le premier paragraphe, donc, on a défini donc, l'intégrale triple. Dans la leçon qui vient après, donc on a exposé, donc on a expliqué le théorème de Fubini. Et la dernière chose qu'on a faite, c'était donc le théorème de changement de variable. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va étudier, donc on va voir ce qu'on appelle les coordonnées cylindriques et les coordonnées sphériques. Donc c'est le but de cette leçon d'aujourd'hui numéro 6, peut-être aussi, donc si on finit pas, donc on va aussi voir la leçon numéro 7. Donc ce sera le but d'exercer la leçon numéro 6 et la leçon numéro 7. Bon, donc nous allons définir, donc on va commencer par définir les coordonnées cylindriques. Donc supposons que je suis dans le repère X, donc ici O, donc, le repère. Voilà. Supposons donc que je suis dans le repère x, y, z. Voilà. Donc j'ai un point M, grand M, donc je le note grand M, de coordonnées x, y, z. Donc schématiquement, j'ai représenté ici donc, les coordonnées de ce point. Donc pour avoir x et y, donc, je vais faire la projection donc, orthogonale sur le plan x, o, y. J'obtiens ce point-là, petit 1, il est de coordonnées x, y, 0. Donc si grand M est de coordonnées x, y, z, donc sa projection orthogonale sur le plan x, o, y, ce sera le point petit m de coordonnées x, y, z. Bon, donc j'obtiens ici l'abscisse, donc suivant, là c'est l'ordonnée, suivant l'axe des y, x, y, et donc la projection donc, du point M sur l'axe z, j'obtiens donc la hauteur, donc z. Donc cette hauteur-là, c'est z, c'est la même ici. C'est la même. Bon, donc je vais introduire donc ce point-là, grand M, au lieu de, donc dans l'espace, au lieu de le représenter par les coordonnées, ce qu'on appelle les coordonnées cartésiennes x, y, z, je peux donc le repérer, ou bien donc par d'autres coordonnées qu'on appelle les coordonnées cylindriques. Les coordonnées, on va voir d'abord les coordonnées cylindriques, et après on va voir les coordonnées d'un point dans l'espace par ses coordonnées sphériques. Bon, c'est très simple. Donc, je commence donc par ce point-là. Donc, ça, c'est la projection orthogonale du point grand M de coordonnées x, y, z dans le plan x, y, z. Donc, ce point-là, donc, il a deux caractéristiques. Donc, la première, c'est la distance de cette projection du point petit m, donc du centre ici, du point 0, 0, 0. C'est la distance, donc euclidienne, c'est la distance euclidienne de ce point au centre, donc au centre du repère, donc 0, 0, 0, au point O. Donc ce point-là, je vais le noter. Donc cette distance-là, je vais la noter, donc cette distance, bon si vous voulez bien, donc cette distance, je la note, ρ. Donc ρ, c'est un nombre strictement positif, donc je la note ρ. Donc la deuxième caractéristique, c'est l'angle, donc que fait le vecteur OM, c'est l'angle en géométrie, donc ici nous avons ici
c'est l'angle θ. C'est l'angle θ. C'est-à-dire θ, c'est l'angle, en vérité ici, θ, c'est l'angle, je vais l'écrire ici, θ, c'est l'angle OX, donc le vecteur OX, donc c'est l'angle par là. Donc, je vais l'écrire donc c'est ça par exemple, c'est OI, vecteur I. C'est le vecteur I et le vecteur OA. Bon, cet angle, bien sûr, c'est un angle qui est orienté donc dans cette direction. Donc c'est I, OA. Donc c'est I, vecteur. Voilà. Voilà, donc ceci donc caractérise bien. Et Z, je le laisse donc comme il est. Donc Z, la hauteur. Donc c'est une valeur qui est commune entre les coordonnées cartésiennes et les coordonnées cylindriques. Donc Z, c'est la même. Je laisse donc Z telle qu'elle est. Donc c'est cette distance aussi Z. Il faut bien voir que Z, voilà, Z, parce que je fais en vérité, je fais, bon, je vais l'écrire comme ça. Z, c'est la même distance, hein, ici. Voilà. Je fais comme en dessin. Voilà. Voilà. Bon, je vais bien le faire. Voilà, Z, c'est la même distance ici. Z, c'est la même. Hein. Parce que j'ai un angle droit ici. Donc, c'est une projection sur l'axe des Z. Là aussi, c'est une projection sur l'axe des... Ce sont tous des angles droits. Donc là, j'ai un triangle qui est rectangle. Là aussi, j'ai un triangle qui est rectangle. Bon, ceci étant, donc je peux, ceci donc d'après ces définitions, donc je peux donc exprimer x, bon, je laisse z égale z. Donc c'est un paramètre qui est commun aux deux systèmes de repères. Donc le repère cartésien, donc les coordonnées cartésiennes, les coordonnées cylindriques, donc je laisse z égale z. Mais je peux donc exprimer x en fonction de ρ et θ, et je peux aussi exprimer y en fonction de ρ et θ. Donc qu'est-ce que j'ai ici? Donc, bon, il est clair ici qu'on a donc cosinus θ, donc on a cosinus, je l'écris rapidement, donc cosinus θ de l'angle θ est égal à quoi? Est égal à donc x divisé par, donc c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse, divisé par ρ. Et sinus θ, c'est la même angle ici, sinus θ est égal à côté opposé, c'est-à-dire ce côté-là, qui est égal à y, c'est le même ici, qui est égal à y, est égal à y divisé par l'hypoténuse, c'est-à-dire divisé par ρ. Donc ceci m'implique que j'obtiens donc que x est égal à ρ cosinus θ et que y est égal à ρ multiplié par sinus θ. Et bien sûr, pour z, je laisse z, donc xy, donc ici, donc z, je le laisse z égale z, z égale z. Avec donc ces définitions, donc vous voyez bien qu'on a, donc on a introduit, donc je vais effacer ça, je laisse seulement donc ce qui reste. Donc vous voyez bien, donc
j'avais au début, donc il faut bien voir ici, donc au début j'avais donc les coordonnées x, y, z. Donc les nouvelles coordonnées sont, O, coordonnées cylindriques, θ et z. Je laisse z, donc z. Donc je vais, quelles sont mes fonctions maintenant? Je reviens au cours du changement de variable. Donc mes fonctions phi1, phi2, phi3, donc j'ai, vous voyez, regardez bien, donc j'ai x est égal à phi1 de rho θ et z, donc qui est égal à rho cosinus θ. Voilà. Y est égal à la fonction phi2, la même chose. Phi2 de rho θ z est égal à, en gros, sinus θ. Et enfin z, la même chose, je vais l'écrire comme ça, est égal à, donc il dépend seulement de z, phi3 de rho de θ, θ et z, elle est égale à z. Ah. Ce sont mes trois fonctions, donc je vais l'encadrer ici, voilà. Ce sont ma fonction, bien sûr, ici, la fonction phi, c'est une fonction de R3, et définir R3 dans R3. Donc, phi, c'est la fonction, donc, phi 1, phi 2, et phi 3. Je vais encadrer ça. Voilà, je vais effacer ça. Voilà. Bon, vous remarquez bien que, lorsque le point M parcourt l'espace, quel est le domaine de définition? De rho, de θ, de rho, de θ, et de z. De rho, de θ, de z. Donc la première des constatations, c'est que z, donc il reste donc z. Lorsque, pardon, z est le même, donc z il ne va pas changer, donc z il va appartenir à R. Z, donc si, ça dépend, on est en bas ou bien on est en haut, donc le point z, donc il va parcourir donc tout l'axe z au z, donc z' au z, donc c'est cet axe là, d'accord. Bon, maintenant le paramètre rho, donc c'est la longueur du vecteur OM, donc c'est un nombre qui est strictement, donc on suppose qu'il est strictement, donc puisqu'on parle de vecteur, on suppose que rho est strictement positif, donc ça veut dire que rho appartient à R étoile plus. Et maintenant, lorsque le point M parcourt aussi, donc il parcourt l'espace, donc l'espace x, y, z, le vecteur θ, l'angle θ, donc il est compris entre 0 et 2π. 0 et, ou bien alpha et alpha 2π, donc alpha fixe, donc comme vous voulez, donc entre 0 et 2π. Donc j'enlève 0 ou bien je le laisse. Donc
Bon, pourquoi je prends ces considérations? Parce que pour avoir après, donc, si je suis dans ces conditions-là, c'est pour, donc, on peut enlever ici le 0 ou bien le garder, juste pour que mon application phi soit une application bijective. Donc, c'est une bijection. Bon, cet ensemble-là, c'est quoi? Donc, si je fixe Z ici, donc je fixe Z ici, qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc, j'obtiens donc l'ensemble θ compris entre 0 et pi, par exemple ρ compris entre 0 et une valeur, par exemple bêta, et Z compris entre 0 et h, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens un parallélépipède. J'obtiens exactement un parallélépipède. Voilà, donc j'obtiens un parallélépipède, parce qu'un parallélépipède, bon, donc maintenant nous allons voir une application, ce qu'on avait donc vu avant, donc c'est-à-dire le théorème de changement de variable et les coordonnées cylindriques. Les coordonnées cylindriques. Donc c'est l'objet de l'exercice 2.3. Donc on va utiliser les coordonnées cylindriques pour effectuer un changement de variable et calculer le volume, donc calculer en utilisant les coordonnées cylindriques le volume du cylindre D de rayon R et de hauteur H. Donc je l'ai dessiné, c'est ce cylindre-là. Donc un cylindre, il est caractérisé par quoi? Donc parce qu'il a une base, la base ici c'est un cercle, c'est un disque plutôt, un disque, donc le disque il est caractérisé par son rayon, donc il a un rayon grand R, et par sa hauteur, donc la hauteur du cylindre, donc je l'appelle H. Donc il est caractérisé, donc tout cylindre, il est caractérisé par son rayon R et sa hauteur H. Donc on va utiliser donc les intégrales triples et les coordonnées cylindriques pour calculer le volume de ce cylindre. Pour calculer le volume de ce cylindre. Donc j'ai ici X. Bon, donc je vous rappelle que donc on a effectué un changement de variable. Donc au triplet x, y, z, au triplet. Bon, donc tout d'abord, donc ce volume V, donc je vais l'écrire, donc volume de D, donc je vais l'écrire. Pour ne pas. Donc voilà. Bon, je vais l'écrire comme ça. Allez. Voilà. Volume, je vais l'écrire comme ça. BL, donc 2D. Bon. Volume du cylindre D, donc je l'ai appelé D, le cylindre D, voilà. Le volume de D, donc c'est quoi? Donc il est égal à, donc on rappelle ça, donc c'est l'intégrale triple, donc c'est l'intégrale triple, voilà, du domaine D, c'est-à-dire du cylindre, de ce cylindre-là qu'on voit ici, donc de ce cylindre-là, de rayon R et de hauteur H, donc j'intègre, j'ai la fonction f de x, y, z ici, est égal à 1. Donc dx par rapport à x, dy, dz. Voilà. Bon, je peux donc faire calculer cette intégrale en utilisant les variables x, y et z. Je peux le faire. Donc, comment je fais? Donc, en utilisant le théorème de Fubini. Donc, donc je vais donc faire ici z égale constante. Donc, je vais considérer un plan ici comme ça, qui va donc parcourir, donc qui coupe z égale constante. Ce sera un plan qui va couper ce cylindre parallèlement donc à l'axe OZ ici. Voilà, donc je peux le faire comme ça. Ou bien parallèlement, on dit à l'axe X, Y, OZ. Donc un plan comme ça. Et donc cette intersection, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens, puisqu'il s'agit d'un cylindre, j'obtiens un rectangle. Et donc j'intègre par rapport à donc, XY dans ce rectangle-là. Puis j'intègre par rapport à Z de 0 jusqu'à H. Jusqu'à H. Bon, je peux le faire comme ça. Ou bien je fais donc une autre coupe suivant, donc en prenant y égale constante. Y égale constante. Donc j'obtiens aussi, donc j'obtiens aussi donc l'intersection, c'est un plan y égale constante, c'est un plan qui est parallèle donc à l'axe x au z maintenant. Et donc j'obtiens aussi donc un rectangle. Donc un rectangle. J'intègre d'abord sur ce rectangle par rapport à x, puis j'intègre par rapport à y. Ou bien encore, je peux faire, donc je considère ici que z est, pardon,
tout à l'heure, j'ai dit que je prends z égale constante. Donc, c'est un plan qui est parallèle à l'axe x au y. Donc, j'obtiens dans ce cas un cercle. Je me suis trompé, donc c'est un cercle. Donc, ce que j'ai pris tout à l'heure comme constant, c'est x égale constante. Si je prends x égale constante, donc j'obtiens un plan qui est parallèle à l'axe, au plan x, y au z. Donc, j'obtiens un rectangle. Donc, j'ai le choix. Donc, j'ai le choix. Je prends x constante, ou bien y constante, ou bien z constante. Dans deux cas, j'obtiens des rectangles. Et lorsque je prends z égale constante, j'obtiens donc l'intérieur d'un disque. L'intérieur d'un disque. Et je fais mes calculs normalement. Donc, ceci, je peux le faire. Donc, ce n'est pas le but de l'exercice. Donc, ce n'est pas le but de l'exercice. L'exercice, il nous dit, donc, calculer plus simplement. On va donc calculer plus simplement ce volume en utilisant les coordonnées cylindriques. Les coordonnées cylindriques. Bon, on a introduit, donc, quelles sont les coordonnées cylindriques qu'on a introduites tout à l'heure? Donc, on a introduit la première coordonnée cylindrique, on a introduit ρ. Donc, c'est cette mesure-là. Θ, c'est l'angle que fait OX, l'axe OX. Donc je fais la projection d'abord, si je prends M de coordonnées X, Y, Z. Donc je fais la projection dans le point ici, petit m, qui appartient au plan X ou Y. Et donc les coordonnées de ce point dans le plan X ou Y, donc me donnent X et Y. Après cela, donc je trace le vecteur OM. L'angle que fait donc OX avec le vecteur OM, je l'appelle θ. Bon, il caractérise bien sûr petit m ou bien grand M. Voilà. Et la distance entre l'origine et mon point 1, dans l'axe X au Y, donc cette distance, je l'appelle ρ. Voilà. Donc, avec ces notations, et Z pour Z, je la laisse, Z, je la laisse intacte. Donc, en vérité, donc, comme on l'a fait avant, bon, je ne vais pas rentrer, je l'ai fait, donc, juste avant, je l'ai fait, donc, parce que c'est une nouvelle donc, page ici. Bon, on a donc les coordonnées, donc, on a fixé donc les coordonnées, donc je rappelle juste que on avait donc x, voilà, x qui est égal à phi 1, voilà, phi 1 de, donc, bon, rho, phi, et z, la variable z reste intacte. On a dit ceci est égal à, donc x est égal à rho, cosinus, θ. Voilà. Donc la fonction phi 1, donc de rho, pardon, c'est pas, oui, non, c'est pas phi. Qu'est-ce que j'écris? Qu'est-ce que je suis en train d'écrire? C'est pas phi, c'est l'angle, je l'ai appelé, mon angle ici, je l'ai appelé θ. Rho, θ, voilà, θ, très bien, et z. Donc est égal à rho cosinus θ. Donc mon application phi 1, donc qui a rho θ z, donc elle fait correspondre rho cosinus θ, la deuxième, donc y, la deuxième application qui me donne y. Y est égal à phi 2, la même chose, phi 2 de rho de l'angle θ et de z qui reste intact, je ne le change pas, est égal à rho sinus θ. Voilà. Et finalement, donc z, maintenant z, voilà, la dernière nouvelle, z est égal à phi 3, donc de rho θ et z. Donc elle est égale, donc je laisse le même z, donc est égal à z. Égal à z. Voilà. Donc ce sont là donc la définition des coordonnées cylindriques ou bien la définition des applications phi 1, phi 2 et phi 3. Donc dans ce schéma-là, donc on a dit que donc dans notre cas ici, nous avons que ρ, il est entre le point 0, il est strictement positif, et donc sa plus grande valeur, c'est le rayon R. Donc ici, nous avons donc ρ, pardon, ici, ρ, il parcourt, donc ρ, donc il
donc, il part de 0 jusqu'à le rayon lorsque x, y, z parcourt le cylindre, donc le ρ, il va parcourir donc le minimum, donc c'est 0, je ne prends pas 0, et le maximum, c'est le rayon lorsque je suis donc, dans la surface du cylindre, g ρ égale R. Donc j'ai ici, donc maximum, c'est le rayon du cylindre R. Voilà. Et maintenant, lorsque le point x, y, z donc, parcourt ce cylindre, donc c'est l'intérieur du cylindre. Lorsque je parle du cylindre, c'est pas seulement la frontière, non, c'est tout le cylindre. Donc c'est le corps dans R3, dans l'espace de dimension 3. Donc donc ça c'est pour ρ. Maintenant pour θ, pour l'angle θ, lorsque, vous voyez bien, lorsque x, y, z donc, parcourt ce cylindre, donc lorsque je fais la projection sur l'axe x ou y, donc je vais me trouver dans un disque. Ce disque est de rayon R. Par conséquent, puisque je suis dans un disque, donc l'angle θ, donc donc il est compris entre 0 et 2π. Entre 0 et 2π. Et z, maintenant z, puisque je suis dans le disque, donc la dernière coordonnée, donc z, donc il est compris entre 0 et la plus grande valeur de z, donc la hauteur ici, c'est h. C'est la hauteur du disque. Vous voyez bien que si j'appelle G l'ensemble des points ρ, θ et z, donc appartenant à R3, tel que ρ est compris donc entre 0 et R, θ est compris entre 0 et 2π, et bien sûr z est compris entre 0 et h. Vous voyez bien que cet ensemble-là, donc je peux l'écrire aussi, donc ceci est égal à, donc je peux l'écrire comme ça, donc c'est l'intervalle 0, R, 3, l'intervalle, je peux l'ouvrir ou bien le fermer, donc un point ça, 0, donc 2π, croix, bon, je peux l'ouvrir ici, donc de ce côté-là, l'intervalle 0, donc ici h, 0, h. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça représente ça? C'est un parallépipède. Donc ça c'est un parallépipède. Donc c'est ce que j'ai dessiné en rouge ici. Donc c'est pas la surface, mais c'est tout l'ensemble là. C'est l'intérieur de ce parallépipède. Voilà. C'est l'image. Donc l'image de mon disque D, pardon, l'ensemble de l'image, c'est-à-dire l'ensemble, lorsque mon application phi, donc définie comme ça, donc c'est défini de cette façon-là, si je prends la condition que ρ soit strictement positive, donc et θ compris de cette condition-là, donc c'est une application qui est bijective. Bijective en quoi? L'image de ce cylindre, par l'application réciproque de phi, c'est un parallépipède. C'est-à-dire l'image, c'est-à-dire quel est l'ensemble dans R3 tel que son image me donne le disque, c'est exactement ce parallépipède. C'est G. G vérifie, donc G, c'est le parallépipède, c'est-à-dire G, l'ensemble l'image de cet ensemble-là, me donne, c'est-à-dire phi de G, me donne le disque, ce disque-là, ce disque de centre, de rayon R,
de centre 0 et de rayon de hauteur h, bien sûr, de hauteur h. Voilà. Donc je laisse aux étudiants le soin de démontrer que, de façon plus rigoureuse en mathématiques, que l'application phi ainsi définie, phi égale phi 1, phi 2, phi 3, c'est vraiment une bijection entre quoi? Entre ce cylindre-là et entre ce parallépipède. Le parallépipède, donc, de côté, donc 0, R pour l'axe des X, l'axe des ρ, donc 0 θ et 0 h. Voilà, donc ce parallépipède, donc 0 R, 0 de pi et 0 h. Donc c'est un parallépipède dans l'ensemble des coordonnées tau, ρ, θ et z. Et donc, d'après mon théorème donc, de changement de variable, donc je connais l'ensemble sur lequel donc, je peux calculer ma deuxième intégrale triple. Donc d'après le théorème de changement de variable, qu'est-ce que j'ai? Donc je vais l'écrire. Cette intégrale est égale à quoi? Donc elle est égale à, donc j'applique maintenant le théorème du changement de variable, elle est égale à l'intégrale triple, donc je vais l'écrire, l'intégrale triple de phi moins 1 de d. De phi moins 1 de d, c'est quoi? C'est l'ensemble G, c'est ce parallépipède. Donc je vais l'écrire ici, G, voilà, G. Bon, j'ai ici la fonction, donc la fonction, c'est la fonction unité. Donc j'écris rien ici, donc, parce qu'en principe j'écris f de, si j'avais une fonction ici, f de x, y, z, donc je vais remplacer x par phi 1, y par phi 2 et z par phi 3. Donc j'écris f de phi 1, phi 2, phi 3 du couple ρ, θ, z, ρ, θ, z, ρ, θ, z. D'accord? Mais puisque la fonction ici, elle est égale à 1, donc sa composée aussi, elle sera égale à 1. Mais par contre, il ne faut pas oublier qu'il faut donc que j'écrive ici module. Donc je vais bien écrire. Donc, qu'est-ce qu'il reste? Il nous reste donc le module. Voilà, le module du jacobien, J, donc du couple, ρ, θ, z, et enfin, c'est valeur absolue, donc c'est positif. Et j'intègre par rapport, l'intégration, je la fais par rapport, donc dans l'ensemble, dans ce cylindre-là. Donc j'intègre par rapport à ρ, θ et z. D, ρ, D, θ, D, z. Voilà donc l'expression de ma nouvelle, donc je vais la souligner ici, cette intégrale, cette nouvelle intégrale. Voilà. C'est petit, donc je vais l'agrandir un peu, voilà. Ma nouvelle intégrale que je vais maintenant calculer, que je vais essayer maintenant de calculer. Voilà. Bon, cette intégrale, elle est facile à calculer, donc je peux la faire donc, de façon simple. Donc je vais la écrire, donc écrivons, donc bon, appelons ça, ceci est égal à, je vais lui donner, comme ça, je ne vais pas répéter, donc je vais l'écrire, donc ceci, ceci est égal, je la nomme est égal à, pardon, ceci est égal à, c'est cette intégrale, je vais donc la noter, ou bien je vais écrire volume de D directement, donc J, je vais la nommer J. Voilà. Donc J est égal à quoi? J est égal à, J est égal à, faisons le calcul. Bon, maintenant on va s'intéresser, donc j'ai les bornes ici, j'ai tout, donc je vais donc intégrer donc, ma fonction. Bon, d'abord pour calculer J, pardon, donc je vais la calculer tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on doit calculer? On doit calculer d'abord, non, je ne peux pas utiliser le symbole J, parce que J a été donc réservé au jacobien. Donc ici, je ne peux pas utiliser J. Bon, je laisse. Donc, bon, appelons-la donc égale I. Bon. IJ, bon, bien K. Allez, je vais l'appeler cette intégrale-là, donc cette intégrale-là, je vais l'appeler K.
Parce que le J ici, il est réservé déjà. Donc c'est le jacobien. Donc je ne peux pas l'utiliser deux fois. Sinon les notations, ils vont s'embrouiller. Bon. Donc pour calculer cette intégrale, il faut d'abord que je calcule le jacobien. Donc le jacobien, mon jacobien, J, bon, est égal à quoi? Donc c'est le déterminant est égal à. Bon, donc je fais les calculs. Donc je vais ce jacobien, donc il va contenir donc celui qui a oublié. Donc c'est dans la première colonne, donc c'est un déterminant d'ordre 3. Dans la première colonne, je vais mettre les dérivées partielles de la fonction phi1, donc par rapport à ρ, par rapport à θ et par rapport à z. Dans la deuxième colonne, qu'est-ce que je vais mettre? C'est la dérivée partielle de la fonction phi2, exactement par rapport à ρ, par rapport à θ et par rapport à z. Et dans la troisième colonne, la même chose, dérivée partielle de la fonction phi3 par rapport à ρ, par rapport à θ et par rapport à z. Bon, je vais, donc on va les calculer. Donc je vais l'appeler donc ce déterminant J, le jacobien, donc J, pardon, voilà, le jacobien, voilà, est égal à, on va les calculer ensemble, voilà. Je commence par la fonction phi1, dérend phi1 par rapport à ρ. À quoi est égale cette expression? Donc, c'est-à-dire ici, je considère la fonction phi1 qu'en fonction, donc θ et z sont constantes, qu'en fonction de ρ. D rond phi1 par rapport à ρ. Est égal à quoi? Est égal à, donc ici, est égal à cosinus θ. Donc, est égal à cosinus θ. Maintenant, la deuxième ligne ici, c'est d rond phi1 par rapport à θ. Donc, je vais prendre cette fonction de deux variables, même de trois variables, et je considère que ma variable ici, θ est constante, mais, pardon, ρ est constante, mais θ, donc c'est la variable. Donc c'est ρ, donc je vais écrire d'abord ρ, voilà, ρ, et après, donc, je dérive la fonction cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus, c'est moins, donc je vais écrire moins ici, moins sinus θ. Voilà, très bien. La troisième, donc je vais dériver cette fonction par rapport à ce qu'elle est la troisième variable ici. Donc j'ai ρ, θ, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste z. Bon, par rapport à z, si je dérive cette fonction par rapport à z, donc ici, elle paraît comme une constante. J'ai seulement une, il n'y a pas la variable z, donc il y a seulement une, comme si je dérivais une fonction, la fonction donc, qui est égale à une constante. Donc j'obtiens ici 0. La même chose maintenant. Maintenant, c'est la fonction phi2. Je la dérive par rapport à ρ. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, j'obtiens ici sinus θ. Donc, sinus θ. Maintenant, je dérive cette fonction par rapport à θ. Donc, je dérive la fonction sinus. C'est cosinus et je multiplie par ρ. Donc, ρ, c'est ρ. Cosinus. Ρ, cosinus θ. Et enfin, la même chose ici, donc cette fonction par rapport à z, c'est une constante, puisqu'il n'y a pas de variable z ici, donc c'est une constante. Donc, lorsque je la dérive par rapport à z, j'obtiens 0. Voilà. Il me reste la troisième, c'est la troisième fonction, phi3. Donc, la dérivée de phi3 par rapport à ρ. Donc, il n'y a pas de ρ, il y a seulement z, donc il y a z seulement. Donc, z, elle apparaît comme une constante, donc c'est 0. C'est 0. La dérivée de phi3 par rapport à θ, la même chose. Donc elle apparaît comme une constante, donc c'est 0. Et maintenant, phi3 par rapport à z, donc j'obtiens ici 1. Voilà. Donc ça, c'est le déterminant de Jacobi, donc que j'ai calculé, donc à partir des trois fonctions, phi1, phi2, phi3. Bon, pour calculer ce déterminant de Jacobi, donc c'est simple, comme j'ai le choix, donc je l'ai exposé dans la leçon numéro 5, je peux développer suivant cette ligne, ou bien suivant cette colonne, ou bien cette colonne. J'ai le choix.
Donc, puisqu'ici j'ai 2 zéros, donc je vais développer, voilà, je développe, je vais l'écrire ici, bon, on va développer, donc pour ne pas, voilà, je vais développer mon, je vais développer, donc je fais ici une flèche, voilà, voilà, ça n'apparaît pas, donc je vais là un peu la signaler, donc je vais développer, voilà, ça apparaît, voilà, je vais comme ça, donc je vais effacer donc là, comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, voilà, je vais développer mon, mon déterminant, suivant, donc suivant cette ligne. Ou bien cette ligne aussi. C'est la même chose. Vous allez avoir la même chose. Donc qu'est-ce que j'obtiens? Ce déterminant est égal à quoi? Est égal à, donc je vais le calculer rapidement, est égal à quoi? Donc est égal à 0, 0 multiplié par donc le déterminant qui est là. Donc est égal à 0. Plus, deuxième, plus 0 multiplié par, donc lorsque je suis dans cette ligne-là, comme ça, qu'est-ce qu'il me reste? Voilà, regardez bien. J'enlève cette ligne et j'enlève cette colonne. Il me reste donc ce déterminant là, mais puisque c'est multiplié par ces zéros. Plus, ici, c'est quelle ligne? C'est la troisième ligne. Donc, troisième colonne. Troisième ligne. Cet élément-là, c'est quoi? C'est troisième ligne. 1, 2, 3. Et c'est quelle colonne? 1, 2, 3. Donc, pour avoir le signe, c'est moins 1 à la puissance i plus j. Donc, i est égal à 3 et j est égal à 3. Donc, c'est moins 1 à la puissance 6. Moins 1 à la puissance 6. Donc, je vais l'écrire ici. Moins 1 à la puissance 6. Multiplié par 1. Multiplié par le déterminant. Voilà, je vais l'écrire. Le déterminant qui reste. C'est quel déterminant? Bon, je vais l'écrire ici un peu. Voilà. C'est quel déterminant d'ordre 2. Donc je vais enlever, regardez bien, je vais enlever cette ligne, voilà, et cette colonne. Quel est le déterminant qui reste? Donc il me reste cosinus. Bon, je vais effacer un peu ici, parce qu'il est un peu grand. Qu'est-ce qu'il me reste dans ce déterminant? Donc, si j'efface cette ligne et cette colonne, il me reste le déterminant ici, cosinus θ, donc cosinus, c'est cosinus θ, sinus θ, sinus θ, bon, moins ρ sinus θ, et le dernier c'est ρ cosinus θ. Voilà. C'est ce déterminant que je dois calculer. Il est égal à quoi ce déterminant? Il est égal à, donc je vais effacer ça. C'est pas la peine. Il est égal à quoi? Donc il est égal à ρ cosinus carré θ, ρ multiplié par cosinus carré θ, moins, ça devient plus ρ sinus carré θ. Vous voyez bien que je peux mettre ici ρ en facteur. Ceci est égal à quoi? Est égal à. Donc je peux mettre ici ρ en facteur. Ρ facteur de cosinus carré θ plus sinus est égal à 1. Donc ceci est égal à ρ. Donc je vais résumer donc, mon approche. Donc le déterminant de Jacobien, même dans le cas des coordonnées cylindriques, il est égal à ρ. Finalement, donc, dans mon calcul d'intégrale, donc, dans ce calcul d'intégrale, donc k est égal à quoi? K égale, je vais l'écrire ici, k, mon intégrale k, elle est égale à quoi? Elle est égale à l'intégrale triple, voilà,
l'intégrale triple sur le domaine G, c'est-à-dire sur ce parallélépipède. Donc ici, module valeur absolue du déterminant de jacobien est égal à ρ, ρ, d ρ, dθ, dz. Voilà. Donc c'est ce calcul que je dois effectuer. Donc ce calcul que je dois effectuer. On va faire ce calcul, donc rapidement on va faire ce calcul. Donc ceci est égal à quoi? Voilà. Bon, j'ai le choix ici. G, donc j'intègre sur G. Donc je peux considérer ici Z comme constante. J'intègre d'abord par rapport aux variables d ρ, dθ. Ou bien θ comme constante, j'intègre par rapport à... j'ai le choix. Donc j'ai vraiment le choix. Donc qu'est-ce que je fais là? Donc je peux dans mon calcul ici, donc, bon, par exemple ici, donc je vais d'abord commencer dans cette fonction ici, donc cette fonction-là. Ma fonction, c'est la fonction ρ, donc la fonction de ρ, d'état et de z. Je vais commencer par prendre z comme constante. Je prends ici z comme constante. Si je prends z comme constante, donc z, elle va varier de 0 jusqu'à h. De 0 jusqu'à h. Donc l'intégrale, donc elle va varier de 0 jusqu'à h. Donc de 0 jusqu'à h. Donc ici, donc, le paramètre z, donc, ou bien la variable z, elle varie donc de 0 jusqu'à h. Donc maintenant, lorsque je prends z, donc la deuxième intégrale, donc c'est une intégrale double. Donc c'est une intégrale double. Donc, ma deuxième intégrale, c'est une intégrale double. Donc de ρ, donc la fonction ρ. D, donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste d ρ, dθ. d ρ, dθ, dz. Bon, pour les variables, donc ρ et θ, si je prends z égale constante, j'obtiens ici, donc vous voyez bien que j'obtiens, donc je vais le mettre ici, donc j'obtiens, voilà, j'obtiens, donc je fais ici, donc c'est un plan, donc c'est un plan, j'obtiens, voilà. Donc c'est la surface que j'obtiens ici, donc je l'appelle cette surface-là, je vais l'appeler état, pardon, je vais l'appeler, bon, je l'appelle par exemple la delta, la surface, cette surface-là, je l'appelle delta, donc je vais intégrer sur delta. Donc ça c'est un rectangle, donc c'est en perspective, donc le dessin il est en perspective, mais c'est le même rectangle, c'est exactement le même rectangle que j'ai ici, donc c'est le même rectangle que j'ai ici. Donc maintenant, pour finir donc le calcul, voilà, donc maintenant je vais me concentrer sur cette intégrale là, donc c'est l'intégrale donc ρ, la fonction, c'est la fonction ρ sur le domaine delta. Delta, on a dit que c'est ce rectangle, donc le rectangle 0 r 0 θ. Donc de côté, c'est un rectangle là, il faut le voir, donc parce qu'on a une perspective ici, ce sont des angles droits ici, donc c'est le même, donc la coupe ici, c'est la même, donc c'est la même surface. Bon, dans cette intégrale, donc je vais écrire ça, donc 0, donc, pardon, donc je vais écrire en noir ici, voilà. Donc c'est 0 jusqu'à h, donc c'est le domaine d'intégration de z, et je vais donc ici calculer, donc je vais essayer de calculer. Donc je vais intégrer d'abord dans cette fonction de deux variables ρ et θ. Je vais donc ici considérer que donc je vais prendre ρ constante. Je vais dans cette fonction, pardon, je vais prendre oui ρ ici comme
ou bien comme vous voulez. Je peux prendre ici θ comme constante. Donc je vais prendre θ comme constante, ou bien ρ comme constante. Si je prends ici ρ comme constante, donc mon intégrale, donc elle va être donc ρ. Donc je vais obtenir donc cette intégrale double, elle sera donc d'après le théorème de Fubini. Donc la première, donc je vais écrire comme ça. La première intégrale, si je prends ici ρ comme constante, donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ρ, je vais intégrer par rapport à θ, d θ. Voilà. Mais maintenant, ρ, il varie de quelle valeur jusqu'à quelle valeur? Ρ, donc mon ρ ici, il va, donc je le prends constante, constante, d'accord? Donc j'obtiens donc cette droite-là. Mais ρ, il est constant, donc il va varier donc de cette valeur-là. Donc, pardon, θ, si je prends ρ ici comme constant. θ, il va varier de quelle valeur jusqu'à quelle valeur? θ, il va varier de 0, donc de ce côté-là, jusqu'à ce côté-là. Donc, de la valeur 0 jusqu'à la dernière valeur ici, c'est quoi? Donc, la plus grande valeur de θ, c'est, je ne l'ai pas écrit ici, mais θ, elle varie donc de 0 jusqu'à 2pi. De 0 jusqu'à, donc la plus grande valeur de θ, c'est de 0 jusqu'à 2pi. Parce que n'oublions pas que l'ensemble de définition de la variable θ c'est 0, donc θ est compris entre 0 et 2pi. Donc 2 0, donc 2 0, pardon. On répète, lorsque ρ est constant, donc j'intègre par rapport à θ, et θ elle varie de 0 jusqu'à 2pi. Donc ici, ce sont deux valeurs qui, parce que j'ai un rectangle, les valeurs sont constantes. De 0 jusqu'à 2pi, voilà. De 0 jusqu'à 2pi. Et finalement, donc je vais intégrer encore, donc par rapport, donc l'intégrale ici, donc qu'est-ce qu'il me reste? La deuxième intégrale, c'est par rapport à des ρ. Et ρ, il varie de quelle valeur jusqu'à quelle valeur? Vous voyez bien que ρ, il varie de 0 jusqu'à R. Et ρ, il varie de 0 jusqu'à la plus grande valeur, c'est R. C'est un rectangle. Je termine mon calcul. Donc mon calcul, je vais d'abord, donc j'ai la première intégrale. La première intégrale, c'est 0 jusqu'à H. On va finir le calcul. Voilà. La deuxième intégrale, donc c'est 0 jusqu'à R. Et la troisième intégrale, je peux la calculer. Donc celle-là, elle est égale à quoi? Vous voyez bien que j'intègre donc j'intègre la fonction ρ par rapport à la variable θ. Vous voyez, c'est une constante. Donc est égal à ρ, donc est égal à ρ θ entre 0 et 2pi. Entre 0 et 2pi, bien sûr ici, donc on a la variable donc dθ. D, parce qu'on a ici, donc j'intègre par rapport à θ, maintenant c'est dρ. Donc ici c'est l'intégrale, c'est dρ. Bon, je vais faire le calcul ici, donc qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc j'obtiens, pardon, bien sûr, ça c'est la deuxième intégrale, mais n'oublions pas par rapport à z, donc c'est dz. dz. Bon, je ne sais pas si j'ai encore de la place pour calculer, pour finir le calcul. Donc si vous permettez, donc je vais finir le calcul égal, je vais finir le calcul ici. Donc si vous permettez, donc je vais finir le calcul ici. Voilà. Je vais effacer tout ça. Donc, je vais prendre cette bande-là et je vais donc finir mon calcul. Donc ici, donc I. Donc je vais donc, pour voir que, voilà. Donc ici, donc en rouge, pour montrer que, donc, je finis le calcul. Donc égal, voilà, égal,
Bon, donc je vais d'abord calculer cette primitive. C'est une donc est égal à donc 0 jusqu'à h, 0 jusqu'à h, voilà. Donc je vais calculer donc cette primitive, donc de 0 jusqu'à r, de 0 jusqu'à grand R. Donc ici la variable c'est θ. La variable c'est θ. Donc je remplace θ par 2pi, donc 2pi, 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 2pi rho, 2pi rho. Voilà, c'est la fonction que j'obtiens, 2pi rho, moins 2pi 0, donc moins, je remplace ici θ par 0, donc c'est 0. Voilà, 0 jusqu'à r, donc d rho, d. Ça y est, je me suis débarrassé de θ, donc d rho. Ceci dz, enfin, il ne faut pas oublier dz. Et ceci est égal à quoi? Est égal à, donc je calcule. Donc je vais donc calculer cette intégrale, donc de 0 jusqu'à h, de 0 jusqu'à h. Je vais donc de 0 jusqu'à h, je vais donc calculer cette primitive. Donc 2pi, donc 2pi. Vous voyez bien. 2pi, donc une primitive, donc j'intègre par rapport à ρ. Donc j'obtiens ρ2 divisé par 2, multiplié par 2, ça part. Donc qu'est-ce qu'il me reste ici? Il me reste, donc je vais avoir, donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste, donc pi ρ2, donc pi multiplié par, donc pi, donc ici, pi ρ au carré. Entre la valeur, donc il faut bien voir que c'est entre la valeur, donc ici, entre la valeur 0 et r. dz. Il ne faut pas oublier dz. Donc je vais effacer encore ça. Voilà, effaçons toujours ça. Donc j'ai pas besoin de ça. Voilà. Effaçons tout ça pour faire les calculs. Voilà. Ceci est égal aussi. Donc à. Je finis mes calculs. Est égal. Ceci est égal à quoi? Est égal donc. Donc je vais calculer ma primitive. Donc le résultat de la primitive 0 jusqu'à h. 0 jusqu'à h. Voilà. Qu'est-ce que j'obtiens ici? Donc, c'est, je remplace ici, donc la variable ici, c'est, n'oublions pas, la variable c'est ρ. Donc c'est pi r, pi r au carré. Pardon. Donc, enlever. Donc. Lorsque je fais le calcul, c'est pi r au carré. Voilà, pi r au carré dz. Je remplace dz. Et ceci, vous voyez bien que ceci est égal à quoi? Est égal donc à pi r au carré, donc z, entre 0 et h. Bien sûr, ceci est égal à quoi? Est égal à, donc je remplace z par h, donc est égal à pi r2, pi r2, multiplié par h, moins la valeur qui est égale à 0. Donc, mon volume, donc ceci est égal à, donc, je vais donc, volume, je vais écrire volume de mon domaine du cylindre D, le volume, donc d'après ce calcul, le volume du cylindre D, le volume du cylindre D, de rayon R et de hauteur H, il est égal à pi R2, d'après le calcul intégral, en utilisant les coordonnées cylindriques, on a trouvé pi R2H. Est-ce que, vérifions donc par le calcul, bien sûr, c'est connu ça. On a voulu justement faire le calcul et après, donc vérifier. Bien sûr, à quoi est égal le volume d'un cylindre de rayon R? Bon, c'est simple, il faut que je calcule la surface de ce cercle, la base,
de ce cercle, qui est égal à pi R2, pi R au carré, et je la multiplie par la hauteur du cylindre. Donc, c'est exactement ça, c'est exactement. Mais on a trouvé ce résultat en utilisant, bien sûr, dans ce cas-là, en utilisant le calcul intégral et les coordonnées cylindriques. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc, la fois prochaine, Inch'Allah, on va résoudre un autre exercice. Donc, on va voir les coordonnées sphériques. Et on va donc, comme application des coordonnées sphériques, donc en utilisant un changement de variable aussi, donc on va calculer, dans l'exercice de 4, on va calculer le volume d'une sphère. On va calculer le volume d'une sphère en utilisant les coordonnées sphériques. Ce n'est pas les coordonnées cylindriques, mais on va voir que les coordonnées sphériques, ils vont nous donc, faciliter la tâche, donc en utilisant bien sûr, comme il faut, le théorème du changement de variable. Voilà.